Alors bonjour à tous et à toutes mes youtubeurs et mes youtubeuses. Et bien le tuto du jour ça va être l'épilation qui est inégale chez les hommes et les femmes. Alors comme vous pouvez le voir, le sourcil de l'homme est très broussailleux sur le devant. Attends, ça, qu'est-ce que tu racontes là? Attends, je te coupe tout de suite là. Le sujet c'est pas du tout l'épilation, c'est la rémunération inégale chez les hommes et chez les femmes. On va être obligé de recommencer. Non, bah on coupe, on arrête. Bon ben je m'en vais alors. Oui, non, mais moi je veux dire, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2015, on est dans une société moderne. Je sais que moi, femme active, si je travaille, j'aurai le même salaire que mon mari et que je pourrais très bien tomber enceinte sans qu'on me mette de côté. Faux! Salut lunettes. Et oui, en 2015, à niveau d'études et à poste égal, les femmes ne perçoivent pas forcément le même salaire que les hommes. D'ailleurs, regardez comment ça se passait avant. Tout un peuple mobilisé, les hommes au front, leurs épouses et leurs sœurs dans les usines d'armement. Avec la Grande Guerre, les femmes sont forcées d'entrer dans l'industrie et les transports, des secteurs jusque-là réservés aux hommes. Ce mouvement se généralise entre deux guerres. À la Libération, le pays est en ruine. Les femmes deviennent des salariés à part entière. Dans les années 1950, il faut savoir que les femmes employées à temps complet percevaient en moyenne les 2/3 des salaires masculins. Les inégalités salariales se conjuguent au féminin. Certes, 66% des femmes travaillent aujourd'hui contre 59% en 1990, mais lorsque l'on compare le salaire moyen avec ceux des hommes, il y a quand même un écart de 24% entre les deux sexes. Et si l'on transforme le temps partiel des femmes en équivalent temps plein, l'écart se réduit en moyenne 2312 € par mois pour un homme et 1865 € pour une femme, soit une différence de 447 €. Et ces inégalités finissent par se répercuter sur le montant de leur retraite, qui sont en moyenne 31% inférieures à celles des hommes. Comment expliquer cet écart? Déjà, dès le début des études, les filles réussissent mieux. 70% des filles ont le bac contre seulement 59% chez les hommes. Bon aussi, selon la génération, la rémunération varie. Par exemple, de nos jours, les femmes les plus jeunes vont accéder à des postes beaucoup mieux rémunérés. La remarque capitale de cette évolution, c'est la réduction de l'écart de salaire qui s'est réduit de moitié depuis les années 60. Mais bon, même s'il y a eu des évolutions, c'est encore trop tôt pour déterminer si c'est vraiment un mouvement de fond et donc d'en analyser les raisons. Mais quand même, certains facteurs semblent pertinents comme les difficultés économiques de l'industrie ou encore les campagnes pour l'égalité salariale qui ont pu avoir un impact dans les entreprises. Maintenant, les femmes occupent une place proche de celle des hommes, même si bon, il y a un écart qui subsiste dans le taux d'activité. Mais c'est une évolution très positive parce qu'on le sait, l'accès à l'emploi, c'est quand même la condition de l'autonomie financière, le pilier un peu de l'émancipation des femmes. Le gouvernement essaie d'adopter une nouvelle méthode plus efficace et plus rapide pour pénaliser les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. Regardez. 1907, la loi accorde aux femmes mariées la libre disposition de leur salaire. Non mais allô quoi. 1983, la loi Roudy sur l'égalité professionnelle. 2006, loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. 2008, loi du 27 mai portant sur l'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Parmi les motifs, maternité, y compris congé maternité. On a donc fait une petite enquête auprès de spécialistes pour nous en dire un peu plus. En 2015, nous pouvons observer que les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes. Il y a eu par contre un petit recul. Maintenant, l'écart est de 19%, alors qu'il y a 10 ans, il était de 21%. Mais les moyennes sont trompeuses, car elles ne tiennent pas compte d'un effet structurel, qui fait qu'on trouve plus d'hommes à des postes plus élevés, du coup les rémunérations sont plus hautes. Si on compare les salaires par catégorie socio-professionnelle, on constate cet écart, car il y a des femmes cadres qui sont rémunérées à 19,8% de moins qu'un homme cadre, alors qu'une employée ne perd que 7,7% par rapport à un employé. Donc il y a toujours un écart de 10% à poste et conditions équivalents. On peut cependant calculer au secteur d'activité, les catégories professionnelles et conditions d'emploi, donc si c'est un temps complet ou un temps partiel, les données, comme le fait l'INSEE. Donc selon ce calcul, l'écart il passe sous la barre des 10% en 2013 avec 9,9%. L'Institut note aussi que les salaires horaires ont mieux progressé chez les femmes que chez les hommes entre 2012 et 2013, plus 0,5%, alors que pour les hommes c'est plus 0,3%. Plus les salaires sont élevés, plus l'inégalité est marquée. Les autres effets que note l'INSEE sont que l'inégalité entre les hommes et les femmes s'accentue avec la hausse des salaires. Le fait qu'il y ait moins de femmes à ces postes
explique cette différence. Mais à l'inverse, on aurait pu penser que les grandes entreprises où travaillent le plus souvent ces hauts cadres très bien rémunérés auraient donné l'exemple d'une meilleure égalité salariale, ce qui n'est désormais pas tout le temps le cas. Donc bon, on l'a dit, c'est sûr que l'égalité entre hommes et femmes avance, mais bon, quand même assez lentement. Et tout ça malgré les diverses politiques de gouvernement et les sanctions pour les entreprises. Parce que bon, en théorie, la loi dit travail égal, salaire égal, j'ai envie de dire mon œil. En théorie, hein, parce que bon, en pratique, on est loin de cette réalité. Globalement, les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes en 2013 dans l'Union européenne. T'as dit combien? Oui, vous avez bien entendu, 16%. À ce rythme-là, il faudrait au moins 71 ans avant que l'égalité parfaite des salaires soit atteinte. Bon, alors on a fait un petit tour, il y a pas mal de disparités en Europe. Au rang des bons élèves, on peut trouver la Slovénie, Malte, l'Italie et même la Croatie. A l'inverse, les pays où les écarts sont les plus importants sont l'Estonie, la République tchèque et même l'Allemagne. La France, elle, se situe légèrement en dessous de la moyenne européenne. On est au niveau de la Suède, pour vous faire une petite idée. La notion de plafond de verre est représentative de cette discrimination. C'est une expression qui est apparue aux États-Unis dans les années 70 pour désigner l'ensemble des obstacles que peuvent rencontrer les femmes pour accéder à des postes plus élevés dans les hiérarchies professionnelles. La métaphore, ça n'explique pas le phénomène, a au moins le mérite d'être parlante. Tout se passe comme si un plafond invisible empêchait les femmes de grimper les échelons. Plus largement, l'expression plafond de verre est aussi pertinente pour tout emploi où il y a possibilité d'une évolution de carrière. La question est alors de comprendre ce qui, à compétences égales, contrarie la progression professionnelle des femmes par rapport à celle des hommes. Alors il y a beaucoup de gens qui luttent contre ce plafond de verre, notamment l'actrice Patricia Arquette qui a fait un discours juste là en 2015 pour les Oscars. Regardez. To every woman who gave birth, to every taxpayer and citizen of this nation, we have fought for everybody else's equal rights. It's our time to have wage equality once and for all and equal rights for women in the United States of America. Bon, nous, dans le genre moins glamour, on a Najat Vallaud-Belkacem qui a fait prononcer des sanctions contre des entreprises qui pratiquaient la discrimination salariale. Quand on est arrivé dans ce ministère des droits des femmes, au printemps 2012, on s'est dit quel est le principal problème en matière d'inégalité professionnelle. Le principal problème, ça n'était pas l'absence de loi, puisqu'on avait des lois qui se succédaient depuis 40 ans en la matière, disant aux entreprises. C'était l'application des lois. C'était l'application de la loi. Donc nous avons commencé par mettre en place un dispositif de contrôle et de sanctions véritables sur les entreprises qui marche. Franchement, ça paye. Vous avez des chiffres pour combien de sanctions depuis décembre 2012? Depuis décembre 2012, en gros, vous avez 10 entreprises qui ont été sanctionnées financièrement. Mais il faut avoir en tête que vous en avez 700 qui ont été mises en demeure. 700 entreprises mises en demeure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont 6 mois pour se conformer à la législation, et si au bout de 6 mois elles ne se sont pas conformées, elles sont sanctionnées financièrement. Et parmi elles, certaines se sont conformées, on a des chiffres aussi là-dessus. L'immense majorité. On leur a tordu le bras pour bien sûr, payer puisqu'on plus passe les de femmes. 700 à 10 sanctionnés, ça veut bien dire que l'immense majorité des entreprises, du coup, préfèrent se mettre en conformité. Et surtout, le chiffre le plus intéressant à retenir, c'est que depuis, il y a 5000 entreprises qui nous ont envoyé leur plan sur comment résorber les inégalités dans mon entreprise, ce qui signifie bien qu'enfin elles se saisissent du sujet. Ouais, mais bon, c'est bien sympa tout ça, mais nous, en attendant, on n'a pas du tout le droit de connaître le nom de ces entreprises qui ont été condamnées pour discrimination sexiste, quoi. Super. Non mais, vous imaginez le délire? Le prix pour la pire entreprise en termes d'inégalité salariale est décerné à... Elle préfère taire cette information pour éviter le name and share. Mais depuis quand épargne-t-on le scandale aux entreprises coupables d'actes illégaux? Non mais on préserve l'anonymat, on préserve l'anonymat des entreprises qui pratiquent la discrimination sexiste en toute illégalité. Oui, donc de toute
façon, de nos jours, les sociétés qui sont mises en demeure pour non-respect de l'égalité salariale ont juste à payer l'amende et signer un chèque. La triste réalité est qu'elles préfèrent se plier à cette amende plutôt que d'accepter de payer les femmes autant que les hommes. Rassurez-vous, il existe des entreprises qui dérogent la règle des salaires inégaux. Et oui, il existe encore certaines entreprises qui sont reconnues pour leur effort en matière de parité homme-femme au niveau salarial. Par exemple, il va y avoir la 4e édition des Trophées de l'égalité femmes-hommes qui va récompenser les collaborateurs qui ont mis en place un projet d'action en faveur de l'égalité professionnelle au sein de leur entreprise. 3 types d'actions seront récompensées chaque année. 1. Les actions qui favorisent la mixité des métiers. 2. L'évolution de carrière et la création des réseaux. 3. Les actions de communication et de sensibilisation qui vont viser à améliorer l'organisation du travail et l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et dans la catégorie grandes entreprises, les lauréats récompensés sont Orange pour sa sensibilisation sur l'égalité professionnelle à travers de nombreux canaux et Boule pour ses actions en faveur de la féminisation des métiers de l'ingénieur à destination des collégiens. Les premiers adversaires que les femmes rencontrent au cours de leur ascension professionnelle, en général, c'est souvent elles-mêmes. Elles peuvent, en fait, faire preuve d'une certaine forme d'autocensure liée à la famille. Les femmes craignent parfois de dépasser hiérarchiquement leur conjoint ou alors d'être perçues comme des carriéristes délaissant leur vie de famille. Si les femmes dirigeantes sont rares, c'est peut-être aussi parce qu'elles ne s'en pensent pas capables. C'est vrai, une femme va attendre de correspondre à 80% des critères d'une offre d'emploi pour postuler à une annonce. Alors qu'un homme, lui, va se jeter à l'eau lorsqu'il remplit seulement 25% des conditions. Et donc, une fois en poste, elles sont aussi victimes du syndrome du bon élève. Elles attendent d'être récompensées naturellement pour leur travail et savent moins se mettre en valeur ou demander une promotion qu'un homme. Il y a des aptitudes qui sont perçues comme étant l'expression des différences naturelles. Par exemple, les filles seraient par nature plus dociles, plus tournées vers la nature et la communication. Les garçons, eux, seraient plus doués pour les sciences. Ces différences ont été construites historiquement et perdurent socialement. L'école n'est qu'un des acteurs responsables du poids de ces stéréotypes, mais elle ne parvient pas à les combattre efficacement. La représentation des filières pousse les jeunes adultes à choisir une formation, puis une profession jugée conforme à leur sexe. Pour les femmes, c'est sans doute l'anticipation d'un certain fonctionnement de la famille qui les pousse à faire des choix de compromis qui peuvent réduire leur ambition professionnelle dans les filières technologiques par exemple. Dans l'enseignement primaire, on voit que les femmes sont présentes à 80%. On peut constater également que 99% des assistantes maternelles sont des femmes. D'un autre côté, on voit bien que 26% des ingénieurs seulement sont des femmes. Toute cette présentation nous a démontré que malgré des efforts sur le papier contre ces inégalités, dans la vie de tous les jours, les femmes, pour des raisons principalement culturelles, ont encore du mal à atteindre la même rémunération que les hommes. C'est un constat attristant, puisqu'on sait que si le salaire ne dépendait que du diplôme, les femmes seraient en moyenne mieux payées que les hommes. Bon les youtubeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez partager notre vidéo grâce à ce lien. Et nous concluons notre présentation sur cette belle phrase d'un grand philosophe qui est David Douillet.